Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant pays de l'Urepoix. Ce soir, nous sommes, c'est une série de vidéos, on est avec Fadi Kassem et on va parler de Rousseau. Alors, il y a eu Münster, il y a eu Platon et maintenant Rousseau. Donc c'est une série de vidéos pour donner envie de s'intéresser aux idées de ces illustres anciens. Et qui forment un tout cohérent, il faut insister là-dessus. Alors, Rousseau, combat pour la démocratie et contre l'égoïsme. En 4 parties. Première partie, l'introduction, Rousseau dans son époque, le début de l'idéologie libérale basée sur l'égoïsme, etc. Deuxième partie, conception de Rousseau de l'être humain et des rapports humains. Troisième partie, les idées politiques de Rousseau sur la souveraineté, la démocratie, la nation, l'instruction, l'éducation. Et puis quatrième partie, l'imitation de la pensée de Rousseau. Et puis comment elle a été appliquée, qu'est-ce qu'on pourrait en retenir, nous en tant que Gilets jaunes, et puis si Rousseau revenait plutôt, est-ce qu'il serait gilet jaune ou pas? On a peut-être une petite idée là-dessus. Alors on est le 28 décembre 2020, on est dans une grange, il fait un petit peu froid, vous nous excuserez pour le son dégueulasse et la qualité de l'image, mais on n'a pas les moyens et puis ça ne nous intéresse pas de les avoir. Voilà, on commence par l'introduction. Voilà, Rousseau dans son époque. De quelle époque parle-t-on? Les Lumières, Le XVIIIe siècle. Ouais. le début du libéralisme. Parle-nous de tout ça. Ouais. Quelles sont les grandes idées qui sont en train de monter, de structurer la société, les corporations de marchands qui sont devenues des agrégats de manufacture et industriels. Explique-nous, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Rousseau, il est suisse. Il est suisse. Mais il passe beaucoup de temps en France quand même. Il passe du temps en France parce que il est pourchassé pour ses idées. Alors attention, il est aussi pourchassé en France, hein, parce qu'il il est issu de Genève, qui était une république. J'insiste, les républiques sont très rares à l'époque. Il y a essentiellement des monarchies absolues, dont la France. C'est le siècle des Lumières, on conteste le pouvoir absolu, qui d'ailleurs n'est pas complètement absolu, contrairement à ce qu'on peut croire de la part des rois. Hein. Il y avait un pouvoir limité, par exemple en France, par ce qu'on appelait les lois fondamentales du royaume. C'est-à-dire le roi ne pouvait pas vendre un morceau du royaume comme ça c'était pas possible. Bon. Et puis il y avait une organisation aussi au niveau des communes, avec les communs. Tout à fait. Il y avait une grande autonomie des communes. Ouais. C'est-à-dire sur les communs, c'est des terres et des bois qui appartenaient à tout le monde. Et il y avait même des lois qui faisaient que les paysans pouvaient faire paître après les récoltes sur les terres du seigneur leurs animaux, etc. Mais là, on est à une époque où il y a la noblesse d'épée, les aristocrates qui sont arrivés au pouvoir, les bellatores, ceux qui sont arrivés par le pouvoir de l'épée. Mais ils sont aussi maintenant en concurrence avec de nouveaux aristocrates qui ont acheté leur titre. Considéré comme, et pas tout à fait à tort, considéré comme parvenu. Mais c'est intéressant que tu parles des communs, parce que c'est une époque où il y a justement une expropriation de ces communs de la part d'un certain nombre de ces nouveaux aristocrates, de ces bourgeois également, qui s'enrichissent par le biais du commerce, par le biais de la finance, par le biais de l'exploitation, de la spéculation, de l'usure, on pourrait dire, hein, disons-le clairement. Et c'est important de le signaler parce que, en réalité, tout ceci est théorisé au XVIIIe siècle, à l'époque de Jean-Jacques Rousseau, par un certain nombre de penseurs. On pense très souvent d'ailleurs à ce sujet à Adam Smith comme étant le père du libéralisme. Mais ce n'est pas le premier qui théorise ceci. Lorsqu'Adam Smith publie, je donne le nom réduit de son ouvrage, lorsqu'il publie La richesse des nations en 1776, ce n'est pas le premier à avoir théorisé le libéralisme. Plus de 60 ans avant, il y a un philosophe néerlandais qui s'appelle Bernard de Mandeville. Et Mandeville, c'est un philosophe qui publie un ouvrage au titre très évocateur. La fable des abeilles, ça à la limite on s'en fout, mais c'est la suite. Où les vices privés font la vertu publique. Les vices privés font la vertu publique. Autrement dit, que va expliquer Mandeville? Que dans le fond, pour qu'il y ait le bonheur des citoyens, du peuple, et le bien commun, il faut être égoïste.
Voilà la philosophie du libéralisme que va reprendre Adam Smith, l'égoïsme. C'est contre cela que va justement s'élever Jean-Jacques Rousseau. Alors, Jean-Jacques Rousseau, bah, forcément, on associe ça avec Voltaire aussi, ses combats épistolaires avec Voltaire. Alors, Voltaire, c'est de la noblesse de robe. Il a acheté son titre. C'est pas un véritable aristocrate. Il Non. est devenu aristocrate en achetant son titre. Mmh. Alors, parle-nous de cette époque troublée du 18e. Bah, les Lumières, ce qui est intéressant, parce qu'on parlait de ça, en réalité sont un mouvement qui est très aristocratique et très antidémocratique. Tu parlais de Voltaire, on pourrait rajouter le baron de Montesquieu, etc. Montesquieu qui fait l'éloge du commerce qui adoucit les mœurs. On se retrouve dans le libéralisme, encore une fois dans l'égoïsme. Et en fait, la plupart des penseurs de cette époque craignent le peuple. Ça, c'est très intéressant, il faut l'avoir en tête. Ils estiment que le peuple ne peut pas avoir le pouvoir, ne doit pas avoir le pouvoir. Et l'un des rares qui va dire, bah si, justement, avec la condition notamment de l'instruction, mais pas seulement, bah c'est Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, lui, est un défenseur de la démocratie. Donc il est un peu à contre-courant. Et il n'est d'ailleurs pas surprenant de constater que aujourd'hui, dans l'éducation nationale, dans les écoles, on parle volontiers de Voltaire et très peu de Rousseau. Alors, à cette époque, c'est aussi la montée des sociétés secrètes qui infiltrent toutes les cours européennes, l'aristocratie. On pense par exemple à la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie arrive. Quel est le rapport entre Rousseau, la franc-maçonnerie? Honnêtement, à ma connaissance, j'en ai pas trop. Je ne saurais dire. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, au XVIIIe siècle, on a ces sociétés secrètes, parce que ce sont des sociétés secrètes dans la mesure où elles sont pourchassées, notamment par les monarques absolus, qu'on parle donc des francs-maçons. Officiellement, parce qu'il y a des princes Bien sûr, qui sont bien sûr. francs-maçons, etc. Ah ben évidemment, il y en a. Bon, ça, c'est incontestable. Alors pourquoi le sont-ils? Tout simplement parce que c'est l'occasion de contester le pouvoir absolu d'un type et d'en récupérer davantage. Bon. En ce qui concerne Rousseau, très franchement, je ne saurais dire quelle est l'entièreté de sa relation avec les francs-maçons. Moi, je dirais que l'œuvre de Rousseau, elle se concentre avant tout sur une redéfinition du pouvoir, mais vraiment en faveur du peuple. C'est ça le cœur de sa pensée. Alors, on passe à la deuxième partie, c'est ça? Ouais. Conception de l'être humain et des rapports humains au sein de la société. Ouais. L'homme bon par nature, le gentil sauvage, c'est ça? En fait, il faut être bien clair que Rousseau imagine, il ne dit pas que ça a existé l'état de nature, mais il imagine ce qu'est l'état de nature tout simplement pour comprendre pourquoi, c'est ça le cœur de son problème, de son raisonnement, pourquoi il y a tant de domination et de corruption dans la société dans laquelle il vit. Et il se dit, bah, à l'état de nature, dans le fond, contrairement à un certain nombre de pensées qui estiment que l'homme est mauvais par nature, lui il dit non, à l'état de nature, l'homme est bon. Il veut être libre, il veut le bonheur de ses congénères, etc. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'au moment où il y a eu le passage à ce qu'on appelle la société civile, eh bien, le système tel qu'il s'est développé, le système de la société civile, est corrompu et corrompt les hommes. Mais ce passage-là, c'est le passage en fait de l'économie du troc à l'économie marchande, l'argent, la monnaie. C'est un passage qui a lieu à la fois par la guerre, mais surtout par l'appropriation, ou plutôt l'expropriation. On parlait tout à l'heure des communs, des terres, etc. C'est le moment où des nouveaux aristocrates, des bourgeois, vont s'emparer des terres et dire c'est à moi, c'est à moi. Et donc par conséquent, il suffit que des gens y croient, pour constater, pour reconnaître ce nouvel ordre social qui se met en place. Et j'insiste dessus parce que dans le fond, c'est l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes. Si je peux me permettre une petite citation à ce sujet de Jean-Jacques Rousseau, au sujet de l'ouvrage dont je viens de parler, qui date de 1755. Voilà ce qu'il dit. Quel ouvrage? Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. En 1755. Voilà ce qu'il dit, et ça rejoint ce qu'on vient de dire au sujet du passage à l'état civil. Le premier qui, ayant un enclos, s'avisa de dire « Ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. C'est-à-dire un moment où quelqu'un s'approprie une terre. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misère et d'horreur n'eut point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant les fossés, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur. Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » Les fruits sont à tous. Et la terre n'est à personne. Effectivement.
Alors, l'être humain, donc d'après Rousseau, l'être humain à l'état de nature, donc c'est quoi? C'est le bon sauvage? En quelque sorte, c'est quelqu'un C'est qui est... l'Indien d'Amérique, tu vois, Ouais. qui a pas de, il n'y a pas les fils de fer barbelés pour clôturer, Non, etc. non, non. Il est chasseur-cueilleur. En quelque sorte, mais encore une fois, c'est un état imaginaire. Parce que Rousseau, en fait, il réfléchit vraiment à la société dans laquelle il vit, et donc il fait voilà, il transpose une réflexion dans un monde un peu imaginaire à l'état de nature. Mais ça permet de comprendre les ressorts de l'âme humaine et de la motivation des actions humaines. Et c'est important de le dire pour une bonne raison, c'est parce qu'il veut comprendre pourquoi il y a de la corruption et comment la combattre également. Comment la combattre, c'est ça le plus important pour lui. Alors c'est soit on revient à l'état de nature, Oui, donc mais ça, c'est pas possible en réalité, parce qu'à un moment donné, il existe une interdépendance entre les êtres humains, la nécessité. et on va tous mourir à 25 ans. Enfin, Mais voilà. voilà, ça va être la guerre civile, enfin civile, la guerre de nature, la loi du plus fort. Lui, il essaye de trouver une solution où on va devoir contraindre, d'un certain point de vue, la liberté absolue qui existe dans l'état de nature, une liberté absolue qui doit être contrainte notamment par la loi. Rousseau insiste beaucoup sur la loi et la souveraineté. Ce sont des mots centraux chez Rousseau. Alors, donc lui, comment ça se passe par rapport aux autres philosophes? Bah, il est clairement, Rousseau défend clairement la démocratie. En tout cas, il la théorise très bien. Et il explique que le pouvoir doit revenir au peuple, à l'ensemble du peuple. Car seul le peuple est détenteur de la souveraineté. Mais qu'est-ce qu'il dit par le peuple? En fait, dans le peuple, on retrouve également ceux qui font la loi, c'est important. C'est le peuple qui fait la loi, c'est le peuple qui exécute la loi, c'est le peuple qui obéit aux lois. Dans le fond, il y a une vraie unité dans la pensée de Rousseau, et j'insiste dessus parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Rousseau, de ce point de vue, défend le pouvoir du peuple, la démocratie, encore une fois. Il y croit, Ah oui. à la différence de Platon. Ah bah, je dirais que oui, la différence elle est énorme parce que Rousseau voit très bien ce qui est en train de se passer. Contrairement à Platon où il y avait une pensée aristocratique, où on acceptait l'esclavage, etc., c'est plus le cas sous Jean-Jacques Rousseau. D'accord. Du moins pour lui, d'autres acceptent. Alors, la cause de ça, Rousseau dit que c'est l'amour-propre. Ouais, clairement. Mais derrière l'amour-propre, c'est quoi? C'est l'égoïsme Oui, personnel, ouais. c'est assouvir son intérêt, Son désir, si on fait un lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, avec les dé- Muster, donc les 7 péchés ouais, capitaux, les désirs, etc., l'amour propre. toujours plus. Voilà. Pour Voilà, soi. ces gars-là, enfin, ce qu'il avait dit dans les années 80, si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as Ouais. raté ta vie. Ouais, ouais. Maintenant, on pourrait dire, si tu rêves encore à une Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie en fait. Dans certains... Oui, oui, clairement. Parce que... Non, mais c'est important ce que tu dis, parce que la corruption n'est pas que matérielle. Elle est aussi spirituelle. Elle est aussi Alors, il y intellectuelle. avait les honneurs avec Platon, Eh oui. donc c'était la timocratie, Démocratie, ouais. le pouvoir par les honneurs. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est des concepts assez, assez intéressants. Ouais, oui. Alors, comment il voit, donc là c'est la troisième partie, comment ça s'articule en fait, ces idées politiques. Alors tout ça c'est une ébauche, hein, c'est pour donner envie Bien voilà, sûr. à nous-mêmes, aux collègues, d'aller creuser un petit peu. Bientôt que le confinement va revenir, hein, puisque tout est Des déjà prévu. chances. Hein, entre Microsoft et les grosses boîtes, Disneyland, qui disent qu'on est fermé de telle date à telle date, apparemment ils ont des infos qu'on n'a pas. Comme d'habitude, d'ailleurs. Alors, les idées politiques. Comment ça se passe? Comment ils voient les choses? Bah, d'abord, j'insiste sur le mot central chez Rousseau, qui est le terme de souveraineté. J'en profite pour insister dessus parce que c'est un terme qui est galvaudé aujourd'hui, qui est considéré comme un terme limite fasciste, voire fasciste, par un certain Attends. nombre. Souveraineté, la souveraineté du peuple, c'est un terme fasciste? Ah bah, La souveraineté non, ça l'est pas. juridique, Mais ça ne l'est pas, mais politique, économique, c'est rien de fasciste. c'est un gros mot pour beaucoup de gens. Et alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est Ça veut dire quoi, souveraineté, déjà? le souverain, c'est celui qui est capable, qui maîtrise son destin et qui est capable de prendre les décisions librement, sans être contraint par personne. Voilà, c'est aussi simple. Donc le peuple doit être souverain Oui, au niveau des lois, à tous les niveaux. au niveau de la politique, À tous les niveaux, monnaie, budget, Économie. tout ce que tu veux, tout. militaire aussi. Oui. Oui. Actuellement,
on est zéro là-dessus. Ah bah, ça va être compliqué puisqu'il n'y a pas de souveraineté monétaire avec l'euro, il n'y a pas de souveraineté budgétaire avec le pacte budgétaire européen, là, le mécanisme européen de stabilité, il n'y a pas de souveraineté législative puisque, Toutes les lois sont à Bruxelles. ah bah, en tout cas, un certain nombre, c'est évident, et qu'on applique, qu'on transpose sans difficulté. Et les lois et les traités internationaux sont au-dessus des lois françaises. Donc, dans tous les cas, on n'est pas souverain. Ah bah, la souveraineté économique, au passage, c'est l'OMC, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale. L'OMS peut-être aussi. Souveraineté sanitaire aussi, Pourquoi pas, on ouais, pourrait peut- peut-être en parler. Ah, ouais, ce qu'on appelle le Big Pharma a raison. Là, on parle des vaccins en ce moment. Des vaccins fabriqués par des grandes multinationales privées, Est-ce vraiment pour notre bien? on peut en douter. Voilà. D'ailleurs, les amis, bon, au-delà des cadres, des anciens cadres de Pfizer qui mettent en garde les dames qui voudraient avoir des enfants plus tard et qui voudraient se faire vacciner, il y avait aussi des infos comme quoi les mecs nous, nous préconisent de congeler notre sperme si on veut avoir des gamins plus tard. Donc réfléchissez véritablement à 2 fois Mais avant de vous faire vacciner. Ce qui est intéressant, si on fait un parallèle avec Rousseau, c'est que là, on est complètement dans l'antidémocratisme, dans l'antidémocratie, dans le sens où le peuple ne contrôle rien, à commencer par ses outils de production. Il est là le problème de fond. Parce que le problème n'est pas le vaccin dans l'absolu. Le problème, c'est qui contrôle le vaccin. Il est là le vrai problème. Et qui le fabrique et pour quelle raison. Et on doit leur faire confiance, bien Ah sûr. bah évidemment. Donc la confiance, c'est fondamental. Dans toute relation où il y a une délégation du pouvoir, il doit y avoir confiance. Et d'ailleurs, le problème, il est peut-être là. C'est qu'à partir du moment où il y a délégation sans contrôle, pas que confiance, sans contrôle, est-ce qu'on est vraiment dans la démocratie? On est dans autre chose. Probablement. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi les théoriciens de la démocratie, des régimes représentatifs, ceux qui vont voter des lois pour le peuple, c'est estimé comme étant le meilleur des régimes. Et c'est pas par hasard que, par exemple, Voltaire, qu'est-ce qu'il approuve comme régime? La monarchie parlementaire anglaise. Et il l'approuve d'autant plus qu'une des 2 chambres du Parlement, c'est la Chambre des Lords. C'est-à-dire les propriétaires terriens qui ont exproprié justement tous les paysans anglais. Par hasard. Est-ce que pour Voltaire, pour Voltaire, la meilleure des solutions, ça serait une démocratie à l'anglaise? Ah oui, non, pas une démocratie, un régime aristocratique, hein, disons-le clairement. Qui n'aurait même pas les couleurs de la démocratie. Non, non, non. Actuellement, on est plus proche d'une démocratie, enfin d'une fausse démocratie de ce côté-là. Oui. Pour Rousseau, on serait sur une véritable démocratie. Comment ça se passe au niveau, comment il voit le contrôle des représentants politiques, des juges, etc., pour éviter qu'ils trahissent systématiquement le peuple. Parce que ça n'a pas changé. Enfin, depuis 2500 ans, on se fait toujours carotte. Ah bah, de toute façon, oui. Ce qui est certain, c'est que déjà, encore une fois, à partir du moment où lui, il insiste sur l'origine et le fondement de l'inégalité, c'est la propriété et l'argent. Donc il est indiscutable qu'il faut lutter combattre les inégalités et combattre l'excès de propriété. Il n'est pas non plus communiste, il n'est pas là à dire on va nationaliser ou communaliser tout ceci, mais en revanche, il dit très clairement que c'est ce qui crée le malheur public et la corruption. C'est les excès. Ouais, il parle des mêmes et les excès. Alors après, c'est toujours le même problème. À partir de quel niveau est-on dans un excès? Ça, on pourra en discuter. Ce qui est certain, l'idée de Rousseau, c'est plus on réduit les inégalités et plus on tend vers le bonheur commun, vers le bien commun. Très clairement. Et pour cela... C'est pas un collectiviste alors, hein? Non, c'est pas un collectiviste. En revanche, il y a aussi autre chose, c'est que la loi doit être l'interprétation de la volonté générale. Et là, j'insiste sur cette expression de volonté générale, parce que pour Rousseau, la volonté générale n'est pas la somme des volontés individuelles, des intérêts particuliers. Il faut être capable de faire passer son intérêt individuel à soi après une volonté collective. Et qu'à partir du moment où la volonté individuelle, égoïste dans le fond, l'emporte sur l'intérêt général, sur la volonté générale, et bien dans ce cas-là, il y a trahison de la démocratie. Par rapport à l'idée de nation, quelle est la position de Rousseau et de ceux qui le critiquent à l'époque? Déjà, qu'est-ce qu'une nation? Bonne question, parce qu'une nation est une construction quand même, il faut le rappeler. C'est une construction, ça dépend on va dire, des pays, mais si on prend le cas de la France, les rois de France ont construit la nation française. Donc c'est une langue, un peuple, une langue sur un territoire donné. C'est notamment ceci, un sentiment aussi commun, un sentiment d'appartenance commun, qui peut effectivement, qui s'appuie sur des éléments très concrets, hein, tu l'as dit, un territoire, une langue,
Et j'ajouterais également, tant qu'on y est, la volonté d'avancer ensemble, un plébiscite de tous les jours, hein, comme disait Ernest Renan. Ce sont des réalités très objectives qui évoluent avec le temps. Euh, la nation, c'est le cadre de la démocratie pour Rousseau. C'est important. Et plus tard, au XXe siècle, le philosophe communiste Georges Politzer dira à raison que la nation, c'est le peuple. D'accord. Parce que les communistes étaient quand même considérés comme des internationalistes à l'époque. Ah, mais il l'était, mais ils étaient aussi très patriotiques. Et d'ailleurs, Jaurès l'avait très bien dit de son vivant, Jean Jaurès. Quand il disait qu'un peu d'internationalisme éloigne de la patrie et que beaucoup d'internationalisme y ramène, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est que par définition, être très patriotique, pardon, c'est défendre les intérêts finalement du peuple et en particulier des classes populaires contre les possédants. J'insiste là-dessus pour une bonne raison, on en reparlera. Mais que ce soit en 1789-92, lorsque les aristocrates émigrent à Coblence pour préparer l'écrasement de la Révolution, que ce soit en 1871 avec les Versaillais qui matraquent la Commune de Paris, que ce soit en 1940. En 1940, lorsqu'il y a une trahison, si on peut appeler ça une trahison d'ailleurs, plutôt une collaboration avec les nazis de la part des industriels, des banquiers, des technocrates, enfin tous ceux dont Macron est le descendant, eh bien, on se retrouve dans l'antipatriotisme. Le vrai patriotisme, ce sont ceux qui font la révolution et qui combattent pour les intérêts du peuple, du bien commun. Donc là, ça nous amène finalement dans une vision plus globale, ça serait une fédération des peuples souverains qui reprendrait leur souveraineté véritable et qui pourrait après s'entendre en ayant éliminé ou envoyé au Kerguelen tous les parasites de la classe médiatico-politique, enfin tous les valets serviles de l'oligarchie. Il y aura des décisions à prendre, comme on dit. Mais il faut quand même préciser une chose, parce que ce que tu dis est juste. Contrairement à... Le communisme, effectivement, imagine à un moment donné une société, le résultat final, un monde unifié, mais sur des bases populaires, pas sur des bases capitalistes. Autrement dit, on aura éradiqué si tu veux, les éléments de domination. Et parmi ces éléments de domination, il y a le fait de détruire la patrie. Pourquoi? Parce que détruire les patries, c'est détruire en fait tout simplement la souveraineté du peuple. Alors actuellement, où finalement la France n'est plus qu'un lander de l'Europe, Oui, on peut le dire. on est passé, c'est pratiquement la fin de l'histoire, enfin le postmodernisme. On va on nous dit, on est dans un monde globalisé. Capitaliste, en effet. C'est-à-dire exploitation de l'homme par l'homme. D'ailleurs, ça marche bien, hein. Tu fais travailler des types pour 1 euro de l'heure en Allemagne, hein, les jobs à 1 euro de l'heure. Tu fais travailler. Et encore, même en Chine, les salaires ont augmenté. Maintenant, c'est plus le made in China, comme on dit, c'est le made in Ethiopia. Hein, voilà, on en est là hein, maintenant. Tu fais travailler des esclaves, hein, disons-le clairement, en Éthiopie, au Bangladesh, ou que sais-je encore. Mais il faut revenir là-dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement, le peuple n'est pas souverain, c'est-à-dire n'est pas maître de son destin. Et comment pourrait-il l'être quand il ne contrôle ni les éléments monétaires, budgétaires, économiques, militaires ou que sais-je encore? Est-ce que le peuple a déjà été souverain? Est-ce que on pense à la période de Gaulle, etc., mais finalement, c'était pas les hauts fonctionnaires qui géraient cette souveraineté-là, c'était pas le peuple. Et puis ces hauts fonctionnaires-là ont été infiltrés, trahis. On pense aussi au travail des sociétés secrètes dont certaines ont le projet de république universelle. On a fait des OP, hein, rue Cadet. On a parlé avec des francs-maçons, donc du 3e niveau, des mecs avec des moustaches dégueulasses et de la purée. Et puis il y avait des mecs de je sais pas combienième niveau, plus du 14e ou du 20e. Qui ont dit non, mais nous, notre projet, c'est la République universelle, etc. Le mondialisme était déjà apparemment dans le projet des francs-maçons. Sachant que il y a des pistes comme quoi, à partir du 13e ou du 14e niveau, il y a une inversion et que les gars, enfin, ils servent plus ils servent plus le bien commun. Ils serviraient autre chose, un porteur de lumière, un certain Lucifer ou autre. On va pas rentrer dans les théories conspirationnistes ou questionnistes, mais actuellement, ces réseaux de sociétés secrètes maillent toute la France. Bah, depuis l'époque des Lumières. Ouais, mais en fait, tu sais, plus globalement, on parlait des vaccins, par exemple, de Big Pharma, etc. Le problème fondamental, il est là, et il remonte à ce qu'évoquait déjà Jean-Jacques Rousseau, justement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as de la propriété complètement privatisée, qui fait monter les inégalités, et dont l'objectif des propriétaires est avant tout de conserver, conservateurs,
leurs biens et de le faire fructifier à travers des bénéfices, des profits, etc., il est là le problème. Autrement dit, la loi n'est pas souveraine. Comment pourrait-elle l'être à partir du moment où tu déjeunes dans des restaurants près de l'Assemblée nationale? J'ai une anecdote à raconter. Le homard, c'est ça, l'histoire du homard? Non, une anecdote personnelle. Un jour, je déjeune à Bruxelles, un midi, etc., en 2014, pas loin du Parlement européen. Pas loin de la station de métro Schuman à Bruxelles. Il fallait voir la discussion des deux types qui parlaient à côté de moi. Tu avais un lobbyiste de pharmaceutique, si je me souviens bien d'ailleurs, etc., et un eurodéputé. Tu crois qu'ils parlaient de quoi? De leurs vacances d'été? Bien sûr, il paraît qu'il y a 30 000 lobbyistes qui tournent autour de... Même 40 000, hein, on peut le dire clairement. 40 000. À vrai dire, et d'ailleurs, je précise une chose, aux États-Unis, les lobbies sont légaux, ils sont autorisés et légalisés, et l'Union européenne, en réalité, c'est quoi le Parlement? C'est tout simplement un truc qui est complètement ouvert aux lobbies qui font la loi. Ils font la loi, et je rappelle une chose, c'est que les directives européennes sont transposables et transposées parce que le droit communautaire est supérieur au droit national. Alors, est-ce que tu aurais tes ouvrages préférés sur Rousseau, lesquels tu peux nous... Moi, je dirais, pour bien comprendre les rapports entre les êtres humains, la répartition du pouvoir, le grand classique, c'est du contrat social, en 1762. C'est cet ouvrage-là. Et j'ajoute que la même année, il a publié un autre ouvrage qui est très intéressant parce qu'il assiste sur un autre terme qui est central, qui est celui de l'éducation, mais en particulier dans une éducation humaniste, qui est beaucoup basée sur l'instruction, sur la connaissance. Et cet ouvrage, toujours de 1762, s'appelle Émile ou de l'éducation. Moi, je crois que ce sont les deux bonnes entrées pour aborder Rousseau. Après, si on veut remonter un peu plus tôt, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Quatrième partie, l'imitation de la pensée de Rousseau. Alors, c'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure de Platon totalitaire. Rousseau, c'est l'autre penseur qui est accusé de totalitarisme. Robespierre, dont on va parler après, est lui aussi accusé de totalitarisme. C'est pas un hasard. C'est-à-dire que ces penseurs-là, on les accuse de brimer les libertés individuelles, qui en réalité s'appelle égoïsme. Maintenant, si je dois mettre une vraie limite à la pensée de Rousseau, c'est est-ce que lui-même a fondamentalement cru que c'était applicable? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça a été appliqué, ou du moins tenté d'être appliqué, sous la Révolution française, que Rousseau n'a pu connaître puisqu'il est décédé avant. Ça sera la prochaine vidéo sur Robespierre. Où est-ce qu'on retrouve actuellement, et peut-être avant, dans l'histoire, la pensée de Rousseau? Quels sont les grands mouvements qui ont repris la pensée de Rousseau? Tu viens de dire Robespierre, qui s'en est inspiré. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres résurgences de l'absolu, un peu de l'absolutisme de la pensée de Rousseau? Est-ce que au niveau de la Commune de Paris, la Makhnovchina au sud de l'Ukraine pendant la guerre civile russe dans les années 1920, où est-ce que toi, en tant que prof d'histoire, tu as vu des résurgences avec toujours cette complexité humaine? Bien sûr. Mais je dirais que en fait, c'est toujours le même problème. À partir du moment où on parle de la volonté générale, du terme d'égalité, de la souveraineté, de l'unité, en fait, on en revient au projet révolutionnaire qui conteste l'ordre établi. Et donc, ça se retrouvera en partie sous la Commune de Paris. Marx et Engels, en tout cas, s'y intéressent. Et puis, beaucoup plus important, parce que les révolutionnaires russes se sont beaucoup inspirés de ce qui s'est passé en France, notamment en 1793. On retrouve cette pensée, cette réflexion rousseauiste complétée, approfondie, avec les bolcheviks en Russie, notamment. Alors là, on parle d'égalité, on ne parle pas d'uniformité. Non, c'est pas la même chose. D'ailleurs, je précise une chose, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes pensent toujours « Oh là là, mais si vous êtes pour l'égalité, vous voulez que tous les salaires soient au même niveau ?» Non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai même un scoop, il se trouve qu'en URSS, genre un scoop, pas pour moi, hein, mais pour probablement beaucoup de personnes, c'est en URSS qu'on avait parmi les plus grosses inégalités de salaire au monde. Mais il y a un truc très important, c'est que s'il y avait de grosses inégalités de salaire, tout le monde, et là j'insiste dessus, tout le monde pouvait subvenir aux besoins fondamentaux. C'est-à-dire les transports, les soins, l'éducation, bref, tout ce qui permettait de vivre, la nourriture, etc. La culture aussi. Le logement. La culture. Et bien entendu, alors qu'après que des types gagnent 10 fois plus, dans le fond, on s'en foutait, dans la mesure où tous les besoins fondamentaux et même qui permettent l'épanouissement de l'être humain étaient garantis. Au niveau du sport, au niveau de la culture. Bien Donc sûr. un bloc de besoins fondamentaux qui doivent être... Ouais. Et au-delà de vitaux, hein, c'est plus que vitaux, fondamentaux, hein, que l'éducation, les transports, dont on a parlé, le logement, voilà. C'est pas parfait, mais bon.
Voilà, donc là, c'était un petit feedback sur l'histoire soviétique. Ok, et si, est-ce que les Gilets jaunes sont finalement rousseauistes? Ah, Euh, clairement, oui, oui, oui. Oui, clairement, on parce est que pacifique et bienveillant, peut-être trop naïf. Est-ce que ça, c'est du Rousseau? ce qui est certain, c'est que Rousseau explique qu'il faudra contraindre. Parce que la volonté générale nécessite la contrainte pour ceux qui ne comprendraient pas. Alors, la volonté générale pour Rousseau, c'est le peuple, donc c'est-à-dire ce sont les gilets jaunes. Les gilets jaunes ont Ah, les fait. Gilets jaunes, on est plutôt l'avant-garde Oui, du peuple. C'est vrai que mais il y a une avant-garde on est nécessaire. soutenu par 75% Mais de la ouais, population, mais les gens qui ont été en OP, qui ont fait les ronds-points, qui ont fait les mais ouais, manifs, ouais, ouais. etc., même au plus grand moment où c'était vraiment de masse, ça ne représente qu'une fraction du peuple. Ah, je suis d'accord, mais cette On était avant-garde est combien? Un indispensable. million, 2 millions dans la rue? Mais oui, mais cette avant-garde est indispensable. Et je dirais que de toute façon, de manière générale, oui, Rousseau, c'est très clairement gilet jaune. C'est très clairement gilet jaune tout simplement parce que la volonté générale, le bonheur des peuples, le bien commun, c'est ce qui a été défendu depuis le début. La Et justice? la justice, et c'est la lutte contre ceux qui se sont accaparés pour détourner à leur profit ce bonheur des peuples et ce bien commun. Et comme le dit Rousseau, bah, ces gens-là doivent être contraints. On verra ce que ça signifie de manière concrète avec Robespierre. D'ici quelques minutes. Voilà, merci les amis. Des pistes très intéressantes de réflexion pour nous, bien sûr, les Gilets jaunes constituants, mais aussi pour vous tous les collègues qui êtes à l'écoute. Voilà, pour les longues soirées d'hiver et de confinement. Voilà. Force et honneur, bien évidemment, on lâche rien. C'est À tout honneur. à l'heure pour Robespierre.